Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101% avec Pico Pico, la critique de Under Defeat HD et Retro and Magic sur The Immortal. Et ça y est, on est au printemps, enfin ça se voit pas trop mais on y est. Et le printemps c'est une saison propice pour partir au Japon. Peut-être que certains d'entre vous ont prévu d'y aller très prochainement. Et donc aujourd'hui je vais faire une émission spéciale voyage au Japon, comment se préparer, quels sont les trucs à savoir, etc. Mais d'abord comme d'habitude, on regarde les news. Alors qu'Iron Man 3 sort sur les grands écrans fin avril, les inévitables adaptations concomitantes seront au rendez-vous. Première annoncée à ce moment, un jeu par Gameloft au gameplay du type Endless Runner. Sauf que là bien sûr, vous n'allez pas courir, mais voler à travers les environnements pour éviter les différents obstacles. Un titre qui pourra être sympathique, mais qui a de fortes chances de ne pas être inoubliable. Vous préférerez peut-être retourner baver un coup devant la bande-annonce du film, qui elle fait grave envie, en espérant que la chute ne soit pas trop dure dans les deux cas. Bungie, le développeur du mythique Halo, n'en pouvait apparemment plus de garder le secret sur leur nouveau titre Destiny. C'est à l'occasion de la GDC 2013, qui s'est déroulée fin mars, que le développeur a enfin pu dévoiler quelques éléments de son nouveau bébé. Destiny présente un univers où l'humanité a été bouleversée par l'arrivée du Voyageur, un artefact alien qui dans un premier temps a permis au genre humain de se répandre à travers le système solaire avant que la situation ne se renverse. Le joueur incarnera un gardien, défenseur d'une des dernières cités de l'humanité. Bungie a clairement de très grosses ambitions pour ce titre qui à première vue empruntera un look FPS mais aussi des interactions sociales et des capacités de personnalisation très poussées. Prévu pour cette génération de consoles mais aussi la prochaine, le titre étant d'ores et déjà annoncé pour la PS4, on peut se dire en voyant ces quelques images que l'on touche le futur du jeu vidéo. Du moins un peu de ce que nous réservent les prochaines années. Déjà disponible sur smartphone, Knights of Pen and Paper est une simulation de jeu de rôle papier. C'est-à-dire que vous verrez toujours à l'écran le maître de jeu et les joueurs attablés vivant leurs aventures extraordinaires. Vous pourrez d'ailleurs incarner l'un ou l'autre des rôles. Une version plus 1 va bientôt arriver pour Windows et Mac. Elle inclura de nombreuses améliorations, dont une taverne pour recruter et ravitailler héros et autres compagnons. Cette version augmentée est prévue dans les mois qui viennent, sans date exacte pour le moment. On va commencer par quelque chose de base, la météo. C'est difficile de faire une météo globale parce qu'il y a une grosse différence entre le nord et le sud du Japon qui sont à des latitudes très opposées, mais on va se baser sur le centre. Donc si vous voulez y aller, là, au printemps, vous devriez avoir un temps plutôt cool, soleil et température dans les bons 15-20 degrés. Jusqu'à mi-juin, c'est vraiment une période sympa, beaucoup plus agréable que l'été où on se croirait vraiment dans un four. En juillet-août, on a facile 35 degrés avec un fort taux d'humidité, je crois que c'est ça le pire. Donc en été, attention au chaud et froid en passant du train et des boutiques ultra climatisées à l'extérieur bouillant. Je me souviens qu'à cette époque, je restais au frais à l'intérieur en journée et que je sortais le soir qu'à partir de 22-23 heures pour avoir un petit peu de fraîcheur, mais vraiment un petit peu. Autre période très sympa niveau climat, c'est l'automne. C'est à peu près comme le printemps, beau temps et température douce. En hiver, c'est classique, il fait froid entre 0 et 10 degrés, il arrive qu'il neige, ça picote un peu. D'ailleurs, c'est l'heure de Pico Pico. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, ensuite on regardera Megamix et tout de suite on va parler des concerts. Cette semaine, on va pas parler vraiment d'un concert, mais plutôt d'un événement qui aura lieu sur Internet. Il s'agit de Game Songs and My, un marathon de 24 heures où Tomsoo et ses amis DJ jouent de la musique de jeu. Ce sera en direct sur Ustream, donc tout le monde peut regarder dans le monde entier. Ça aura lieu du 5 au 6 mai, heure japonaise, mais en France, ça va commencer le 4 mai vers 17h et ça se finira le 5 mai vers 17h. Donc ils vont jouer par plage, par exemple une plage de 30 minutes de Nintendo, une plage de 30 minutes de Capcom, etc. Donc tout ça des musiques de jeu. Et il y aura aussi des plages où les spectateurs pourront faire des requêtes. Donc n'hésitez pas à regarder, donc je vous mets les infos en dessous. Et vous pouvez leur envoyer comme ça des petits messages en japonais ou en anglais, ou bien des noms de jeux quand c'est les plages requêtes sur Twitter ou sur le forum qui sera sur le site. Donc où il y aura Game Songs and My pour leur envoyer des trucs. Je pense qu'ils seront très contents. Voilà.
Un des gros événements RPG de cet hiver en Europe, c'était la sortie de Ni no Kuni, donc ce fameux RPG qui a été développé par le studio Level 5 et où les graphismes ont été confiés au studio Ghibli, donc le studio d'animation qu'on ne présente plus. Donc on a un pur RPG old school, mais avec des superbes graphismes en cel shading. On a l'impression de se retrouver devant un film de Ghibli. Et cette impression est tout à fait renforcée par le fait que les musiques ont été composées par un des compositeurs attitrés du studio, c'est-à-dire Isai Shijo, donc qu'on a pu entendre dans la plupart des films de Miyazaki Hayao notamment. Donc la bande originale est dispo en France et en CD, c'est assez rare pour être souligné, et c'est disponible chez Wayo Records, donc voilà, c'est pas très cher en plus pour une fois que ça sort. Je pense que c'est bien d'encourager ce genre d'initiative et d'acheter l'album si vous avez vraiment aimé ça. Après un monde fantastique, médiéval, avec des forêts, des elfes et des petits-enfants et plein de bons sentiments, on passe à quelque chose de beaucoup plus froid, inquiétant, gluant et dans l'espace, avec Super Metroid Symphony. Alors pour fêter les 19 ans de la série Super Metroid, un musicien américain qui s'appelle Blake Robinson, qui est très fan de la série, a décidé de reprendre toute la bande originale du jeu Super Metroid et de la réorchestrer façon symphonique, non pas avec un orchestre parce qu'il n'en a pas les moyens, mais avec son ordinateur tout seul, donc il y a des softs pour faire ça. Le résultat est très bien. Vraiment, on a l'impression de regarder un film, en fait, comme s'il y avait eu un film de Super Metroid. Et ça a été édité par un nouveau label de musique de jeu dont je vous avais parlé la dernière fois avec Elutan. C'est un label américain qui s'appelle Joypad Records et qui est spécialisé donc dans les reprises de musique de jeu, mais ils ont les droits, en fait. Ils demandent quand même les droits aux éditeurs officiels comme Nintendo, Squaresoft, etc. Et donc c'est disponible en téléchargement uniquement sur iTunes ou bien sur un service qui s'appelle Louder, où là vous pouvez télécharger en MP3 et en FLAC s'il y a des paranoïaques, des aficionados de l'audio en super qualité. Sur la terre ferme, et cette fois-ci on est dans une barque sur l'eau avec Ridiculous Fishing. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de ce jeu si vous êtes fan de jeux indés et fan de jeux sur téléphone portable, sur iOS notamment, car ce jeu a ramassé tout plein de prix dans divers festivals. Donc Ridiculous Fishing, c'est un jeu du studio hollandais qui s'appelle Flambeer. Et le concept, voilà, c'est un pêcheur avec un lourd passé qui cherche la rédemption. Et donc en fait, il faut pêcher des poissons en lançant sa ligne le plus profond possible. On les remonte, on les fait sauter et on tue tout ça à coups de pistolets, de fusils à pompe, de tronçonneuses, de tout ce que vous voulez. Donc c'est avec des graphismes rétro, non pas pixelisé, mais avec des triangles, et c'est très sympa. Et les musiques aussi sont dans cette ambiance rétro avec de la chiptune. Cette bande originale a été composée par Eric Surk, donc un musicien indé freelance, et qui compose pour des jeux indés, comme il a travaillé sur Hotline Miami notamment, il a fait une musique, mais aussi sur Super Crate Box et d'autres jeux indés. Donc voilà, je vous invite à écouter donc la bande originale qui est disponible sur Bandcamp, et aussi à jouer au jeu parce que c'est vraiment très sympathique.こんにちは、ゲームソング DJ のトム2です。本日は日本の吉祥寺にありますピコピコカフェからお送りいたします。ゲームソングリミックスを毎回1曲ずつ紹介しているこのコーナーですが、今回の曲はこちらになります。こちらですね、ストリートファイター2のリミックスになります。実は厳密に言うとですね、メガマンロックマン25周年を記念してインディーから制作された、ストリートファイターエクストリームメガマンの曲になります。そちらの方の楽曲のですね、竜のステージの、リミックスになります。このゲーム自体がですね、ロックマン、メガマンの世界にストリートファイター2のキャラクターを溶け込ませた作品なんですが、音楽までね、ストリートファイターの音楽をファミコン風にしているというところがかなり注目されているのですが、そちらの方、作曲しているのがアライバル、そちら本人のセルフリミックスになります。
ゲームも、音楽アルバム自体もですね、フリーでダウンロード可能なので、ぜひ皆さんも聴いていただければと思います。Ce numéro de Pico Pico est terminé et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est la période des cerisiers en fleurs. Là en fait c'est le deuxième week-end, c'est la fin. Les fleurs sont en train de tomber parce que oui, les cerisiers en fleurs au Japon ça ne dure que une semaine, 10 jours, pas plus. Et ils sont arrivés avec une semaine d'avance cette année, donc les gens n'ont pas pu se préparer pour aller faire les pique-niques la semaine dernière, donc ils les font cette année, puisque normalement tout le monde est censé aller faire un pique-nique sous les cerisiers, y compris avec vos collègues de travail. Et sauf que ce week-end, eh ben, il fait même pas 10 degrés, on se gèle et qu'il devrait pleuvoir là tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de gens enrhumés et beaucoup de gens très tristes cette année. Sur ce, je vous dis à bye bye et à la semaine prochaine. Autre chose importante niveau météo, la pluie. Alors au printemps et en automne, il pleut pas beaucoup, c'est plutôt pendant l'été, en particulier juste au début et à la fin, donc en juin et en septembre à peu près, où il y a le Tsuyu et le Akisame, les saisons des pluies. Il pleut non-stop toute la journée, et là les fameux parapluies transparents vendus dans tous les combini sont bien pratiques, de 200 à 500 yens environ. Je pense que cette fois-ci c'est bon pour tout ce qui est météo. Après niveau papier, alors pas besoin de visa si vous restez moins de 3 mois. Après, si vous voulez faire un séjour plus long, le plus simple, c'est d'opter pour un visa Working Holiday qui vous permettra de rester 1 an et de travailler pour pouvoir vivre sur place. Par contre, il faut se construire un bon plan d'attaque pour pouvoir obtenir le visa, donc prévoir son budget, planifier les périodes de travail et les périodes de tourisme, plutôt à la fin, la période de tourisme, je vous conseille, et avoir quelques pistes de boulot. Sur place, il y a les Hello Work, mais je vous dis tout de suite, c'est pas évident de trouver du travail si vous parlez pas un mot de japonais, hein. Je vous préviens juste pour que vous vous retrouviez pas terrassé sur place. On regarde la critique de Under Defeat HD. J'adore faire des transitions pourries. Il y a des noms de studios qui font vibrer quand on les entend, qui donnent direct le frisson de l'anticipation dès leur évocation, qui nous font nous demander, lorsqu'on insère la galette dans la console, non pas si le jeu va être bon, mais à quel point il va l'être. Dans le domaine du shmup, on pense par exemple à Cave, Treasure ou Grave, pour n'en citer que quelques-uns. Et c'est justement de ce dernier dont nous allons maintenant parler. Grave, c'est avant tout une poignée de passionnés ayant œuvré à la division arcade de Taito sur des jeux comme Gilarious et Raystorm. Déçus par la décision de la compagnie d'abandonner le développement de shoot'em up en arcade, quelques employés décident de créer leur propre entreprise. Grave était née. La toute jeune société fait ses premières armes en participant avec Treasure à la création de la suite spirituelle du cultissime Radiant Silvergun Ikaruga. Et quand Konami fait appel à Treasure pour Gradius 5, ces derniers se tournent à nouveau vers Grave pour les aider. Excusez du peu. Après quelques temps, le budget de développement d'un premier jeu est finalement réuni. Premier shoot maison et premier succès auprès de la communauté pour Grave, avec Border Down qui voit le jour en 2003. La compagnie enchaînera ensuite sur Senko no Londo, un hybride de shmup et de versus fighting en 2005, puis donnera une suite spirituelle à Border Down en arcade et sur Dreamcast l'année suivante, baptisée Under Defeat. Et c'est en ce début d'année 2013 qu'arrive en France sa réédition sur console HD, baptisée Under Defeat HD Deluxe Edition. Pour des raisons inconnues aussi bien que non précisées, le pays A et le pays B ne s'aiment pas. Mais alors, pas du tout.
Pas du tout même, on pourrait dire. Alors ils se font la guerre parce que c'est ce qu'on fait quand on s'aime vraiment pas. Et ce n'est pas parce qu'un armistice a été signé et va entrer en vigueur d'ici quelques jours que ça va les empêcher de copieusement se mettre dessus. Après tout, faut bien les utiliser, toutes ces bombes arabes. A et B, c'est des pays bien élevés. Et un pays bien élevé, ça utilise tout son stock de bombes sur son voisin avant de faire la paix avec lui. Probablement parce que si on n'a plus de munitions, on peut plus se tirer dessus. Sans doute. Seems legit. Oh, et puis on s'en fiche du prétexte. Ce qu'on veut, nous, c'est faire... Et puis c'est tout. Under Defeat place le joueur aux commandes d'un hélico surarmé au choix parmi 3. Mais attention, on parle bien d'hélicoptère là, pas juste d'un vaisseau au maniement normal avec une autre skin comme dans Dodonpachi. Non, ces hélicos là peuvent tourner sur leur axe afin de se déplacer dans une direction tout en tirant dans une autre. Pour ce faire, il suffira de se déplacer de côté sans tirer, puis de verrouiller l'angle en maintenant le bouton de tir. Il suffira ensuite de le relâcher pour que l'hélicoptère se remette dans l'axe. Si le maniement s'avère être un peu délicat au premier abord, passé quelques heures, il devient aisé et naturel de naviguer entre les barrages de tirs ennemis tout en les arrosant copieusement à travers la diagonale de l'écran. En plus du tir principal, l'hélico pourra être brièvement accompagné d'une option l'aidant à faire le ménage. Cette option se lance en appuyant sur le bouton de tir lorsque la jauge située en bas de l'écran est entièrement verte. L'option restera alors active un certain temps, puis à sa disparition, un moment d'attente sera nécessaire avant de pouvoir faire à nouveau appel à elle. À la désactivation, la jauge devient rouge et commence à se vider petit à petit. Lorsqu'elle est entièrement vide, l'option redevient disponible et il faut alors cesser le feu quelques secondes afin de lui permettre de se recharger. Une fois lancée, l'option vit sa vie de son côté et lock automatiquement le ou les ennemis les plus proches d'elle en utilisant l'un des 3 modes de tir à sa disposition selon le type de power-up que vous avez préalablement ramassé. Vulcan a la cadence de tir rapide et au faible temps de recharge, idéal pour faire face à de nombreux ennemis popcorn. Cannon, qui possède une puissance de feu plus conséquente, mais reste actif moins longtemps et demande une recharge plus longue. Et enfin Rocket, de très loin l'arme la plus puissante, mais au temps de recharge très long, cette arme est parfaite pour infliger un maximum de dégâts au boss. Et afin de se sortir des situations délicates, un second bouton est attribué à l'utilisation de Smart Bombs, ces dernières pouvant se ramasser à foison au fil des niveaux. Aucune raison de se priver de leur usage ou de les économiser donc si on joue la survie. Pour scorer en revanche, il conviendra comme souvent dans les shmups de viser le no miss no bomb, chaque bombe en votre possession à la fin d'un niveau valant des points et chaque item de bombe récupéré lorsque vous en avez déjà 6 octroyant un bonus de score. Il en va d'ailleurs de même pour les items d'option si l'on ramasse l'option déjà équipée. Toujours en fin de niveau, un autre bonus sera attribué en fonction du pourcentage de destruction des ennemis. Mais l'élément principal du scoring est bien l'option elle-même, tous les ennemis détruits par elle donnant alors le double de leur valeur habituelle. Afin de maximiser son score, il est donc primordial de gérer précisément les endroits d'utilisation et les temps de recharge des différents types d'options et de s'en servir à bon escient. Voilà pour les principes généraux du système de scoring. Cependant, la façon de jouer sera bien évidemment quelque peu différente selon l'hélico choisi. Le VKL-05, l'hélico de base, est plutôt équilibré et se comporte exactement comme nous venons de le décrire. Le VKL-07 dispose lui de missiles à tête chercheuse qui lancent à intervalles réguliers, mais le temps de rechargement de ses options est plus long en contrepartie de sa puissance de feu accrue, et sa hitbox paraît légèrement plus grande. Il s'agit de l'hélico le plus adapté aux débutants grâce à ses missiles qui nettoient souvent l'écran avant que les ennemis aient eu le temps de devenir dangereux. Et enfin, le nouvel hélicoptère de cette version HD, le VKL-06, voit sa jauge d'options disparaître. Il se contentera de tirer à intervalles réguliers avec l'option équipée. En ce qui concerne les modes de jeu, en plus de la conversion de la version arcade au format d'image 4/3 originel, on pourra s'essayer à la version remaniée pour s'adapter à un affichage 16/9, le mode New Order. Attention, car on dit bien remanié et non pas recadré. En effet, ce mode tire profit de tout l'espace latéral supplémentaire offert par un écran large afin de modifier la disposition et le nombre d'ennemis qui vous assaillent. Il s'agit donc de tout réapprendre, même si on est un vieux de la vieille qui connaît la version arcade sur le bout des doigts, ce qui permet aux joueurs débutants, comme aux plus expérimentés, de bénéficier d'une marge de progression importante. Sans compter que le jeu possède, après avoir vaincu une première fois le boss de fin, un second loop que l'on imagine bien fourbe et cruel. Second loop dont ne vous verrez aucune image ici. Parce que... ce serait mal de spoiler les patterns, hein, voilà, c'est pour ça. En tout cas, c'est pas du tout parce que l'auteur de cette critique est trop mauvais pour y accéder. Non, c'est pas du tout pour ça. Bref, le mode arcade, comme le mode New Order, dispose en outre chacun d'un training permettant de s'exercer sur le niveau de son choix, ou même sur une section particulière d'un niveau avec l'option de son choix. Des conditions idéales pour perfectionner son chemin et ses techniques de scoring en somme.
Under Defeat HD Deluxe Edition est sans surprise un excellent shoot'em up, mais ça, on l'avait déjà dit dès le début. Si la maniabilité particulière du jeu est quelque peu délicate à prendre en main au début, on trouve vite ses marques. Surtout qu'en début de partie, on peut choisir le sens dans lequel s'incline l'hélico en fonction du sens de déplacement selon ce qui nous convient le mieux. Alors oui, vous n'avez probablement rien compris à cette phrase, mais heureusement c'est beaucoup plus simple et instinctif à exécuter qu'à expliquer. Côté technique, Under Defeat s'en sort avec les honneurs. Les graphismes étaient magnifiques à l'époque de la sortie du jeu, en 2006, et sont toujours aussi agréables à l'œil aujourd'hui. Les niveaux fourmillent de détails, arbres agités par le souffle des magnifiques explosions, fumée créée par ces mêmes explosions dissipées par les pales de l'hélicoptère lorsqu'on la survole. Les exemples ne manquent pas. Le design et la mise en scène des niveaux et des boss n'est pas en reste non plus. On enchaîne les morceaux de bravoure entre l'assaut d'une flotte entière de destroyers et la traversée d'un champ de bataille s'achevant par un duel épique contre une forteresse volante au milieu d'un étroit canyon. On en prend plein les yeux du début à la fin. Et même si ce n'est pas forcément le plus important, c'est tout de même toujours appréciable. Pour conclure, on ne peut que vous recommander Under Defeat HD Deluxe Edition si vous êtes un tant soit peu sensible à l'attrait d'un bon petit shmup développé avec amour par des passionnés. D'autant que l'offre de shoot'em up en version boîte n'est pas si développée que ça sur le marché européen. Donc autant saluer l'effort fourni par Rising Star Games de localiser un jeu de cette trempe. Autre chose très importante niveau papier, si vous pensez bouger dans le Japon, il vous faut absolument un JR Pass. C'est un ticket qui vous permet de prendre de façon illimitée tous les trains du réseau JR et tous les Shinkansen, sauf le Nozomi et le Mizo, les plus rapides. Il y a différents JR Pass selon la région, il y en a pour l'ouest du Japon, Hokkaido, Kyushu, mais il me semble qu'il n'y en a pas pour l'est, c'est-à-dire Tokyo et ses alentours. Donc à moins que vous limitiez votre séjour à une région en particulier, je vous conseille grandement de prendre le pass national. Vous pouvez choisir entre 3 durées, 7, 14 ou 21 jours, le prix allant de 225 à 450 € environ. Et pour vous donner une idée, un aller-retour Tokyo-Kyoto, ça coûte dans les 29 000 yens si je me souviens bien, soit environ 250 €, ce qui équivaut au prix du pass 7 jours, donc c'est très intéressant. Attention par contre, le JR Pass est réservé aux visiteurs temporaires, c'est-à-dire ceux qui restent au Japon moins de 3 mois. Voilà, j'ai pas trouvé de transition pourrie à faire là, mais maintenant c'est Retro & Magic. La violence dans les jeux vidéo modernes est souvent critiquée, mais le phénomène est pourtant loin d'être récent. C'est ainsi qu'en 1990 sortait The Immortal, un jeu d'aventure entré dans la légende pour ses morts pour le moins graphiques. Mais en dehors de l'aspect gore, The Immortal était aussi un titre très intéressant que l'on se devait de présenter dans Retro & Magic. The Immortal est une création du designer et programmeur Will Harvey, plus connu pour avoir créé le Music Construction Set sur Apple II. Il s'agissait du tout premier logiciel de composition musicale de l'histoire. The Immortal dénote la passion d'Harvey pour la 3D isométrique et les livres dont vous êtes le héros. Le jeu est tout d'abord sorti sur Apple II GS avant d'être porté sur plusieurs ordinateurs et consoles. Les images de cette émission sont tirées de la version Mega Drive. Le principe du jeu est simple. Le joueur se glisse dans la peau d'un apprenti sorcier parti à la recherche de son maître, Mordamir, un puissant sorcier porté disparu. Il semble que Mordamir se soit aventuré dans le donjon de la mort et n'en soit jamais ressorti. Le fait que son apprenti pénètre à son tour d'un pas alerte et optimiste pourrait lui valoir un Darwin Award. Le jeu commence alors que le joueur découvre un message laissé par Mordamir le remerciant d'être venu le sauver. Mordamir explique être captif au fin fond du donjon. Dans ce message, il s'adresse au joueur par le nom d'Unric, mais c'est là que le protagoniste commence à se dire que quelque chose cloche. En effet, il ne s'appelle pas Dunric et ne connaît personne de ce nom. De toute évidence, Mordamir lui a caché des choses. L'histoire de The Immortal, bien que simple, se révèle efficace. Petit à petit, le joueur commence à rassembler les pièces du puzzle. Lorsqu'il se repose pour régénérer sa santé, il commence à faire d'étranges rêves lui révélant le passé du donjon et le lourd secret qu'il abrite. Le jeu peut se targuer de proposer un authentique twist scénaristique plutôt bien vu.
Au niveau du gameplay, The Immortal peut se résumer en 2 mots, essai et erreur. Chaque pièce du donjon abrite son lot de pièges mortels. Vers géants qui jaillissent du sol, flaques d'acide mouvantes, feux follets, trappes, ombres mortelles, dalles piégées déclenchant des tirs de fléchettes ou de boules de feu, les manières de mourir sont très variées. Le jeu consiste à mourir pour découvrir où sont les pièges, mourir pour découvrir comment les éviter, mourir pour comprendre comment passer au niveau suivant, apprendre tout ça par cœur et recommencer. Le fait qu'un jeu où l'on meurt autant s'appelle The Immortal est en soi une ironie délicieuse. En dehors des dangers du donjon lui-même, le joueur devra également faire face à divers ennemis, notamment les trolls et les gobelins. Les 2 races sont en guerre pour le contrôle du donjon, et si le joueur le désire, il pourra tenter de s'allier avec l'une d'entre elles. Ce n'est absolument pas nécessaire pour finir le jeu, mais cela vient enrichir l'ambiance très travaillée de The Immortal. Si le joueur se retrouve attaqué par les monstres, il devra balancer son épée à grands coups de joystick. Les mises à mort des ennemis sont souvent spectaculaires et étonnamment gore pour l'époque. Outre ces monstres plus ou moins belliqueux, le joueur croisera quelques personnages amicaux, comme le fameux Donric et sa fille Anna, eux aussi prisonniers du donjon, ainsi qu'un marchand inspirant à peu près autant confiance que celui de Resident Evil 4. A noter que si la version Mega Drive est très fidèle à l'original sur ordinateur, la version NES a quant à elle été amputée de plusieurs passages, notamment un niveau rempli d'araignées géantes, jugé un peu trop effrayant pour les jeunes joueurs. The Immortal est un titre difficile. La philosophie sous-jacente à son design préfigure des titres modernes comme Dark Souls. Bien qu'extrêmement frustrant par bien des aspects, The Immortal a quand même un charme certain grâce à la qualité de ses animations, son histoire soignée et son atmosphère sombre et oppressante. Pour finir, info très importante par rapport au JR Pass, vous devez le commander avant de partir au Japon, sur le net ou en agence. Vous recevrez rapidement un bon d'échange qu'il faudra présenter dans un bureau JR en arrivant sur place et on vous remettra ce pass. Alors soit vous l'activez dès votre arrivée, il y a un bureau JR avant de sortir vers les trains à l'aéroport, ou sinon vous pouvez très bien l'activer plus tard dans n'importe quel bureau JR selon la date à partir de laquelle vous voulez qu'il soit actif. Et ensuite en pratique, vous ne pourrez pas passer par les portiques automatiques dans les gares parce que c'est un papier, c'est pas une carte magnétique. Donc il faudra contourner et passer le montrer au contrôleur qui est au guichet juste au niveau des portiques. Et voilà, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, je continuerai ça dans la prochaine émission. À jeudi!